Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Bernard. J'ai 34 ans. Mes parents m'ont dit d'annuler l'entretien final qui pourrait sortir mon couple de 8 mois de panique financière due à un seul revenu, tout ça pour rester à la maison et garder les enfants de ma sœur à sa place. Alors, j'ai éteint mon téléphone et j'ai quand même pris l'avion. À l'atterrissage, 57 appels manqués m'attendaient. Comme la preuve que j'avais enfin choisi la bonne urgence. L'appel est tombé. À 21h14, la veille de mon vol. J'étais à la table de la cuisine avec mon itinéraire imprimé, mes notes de préparation et une tasse de café froid. Pendant que mon mari, Nicolas, repassait mon tailleur dans la pièce d'à côté. C'était l'entretien final. 3e tour, à Lyon, pour un poste de directrice régionale des opérations pour un groupe hôtelier assez important pour changer toute notre année si je l'obtenais, et peut-être même toute notre vie. Nicolas portait nos finances tout seul depuis 8 mois, après que l'agence de communication où je travaillais a licencié la moitié du département. Nous survivions juste assez pour paraître normaux, alors que chaque décision privée commençait à ressembler à un calcul mathématique. Les courses devenaient plus restreintes, les réparations étaient reportées, les soirées au restaurant se transformaient en simples promenades. Nicolas ne s'est jamais plaint, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore plus dures. Alors quand cet entretien est arrivé, ce n'était pas juste une opportunité, c'était de l'oxygène. Puis ma mère a appelé. Pas un SMS, un appel, ce qui, dans ma famille, signifie généralement deux choses, soit quelqu'un est mort, soit ma sœur Mélanie a créé une crise et mes parents ont déjà décidé que mon temps devait servir à la régler. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Ma mère n'a pas dit bonjour, elle a dit, ta sœur a besoin de toi demain. J'ai fixé mon itinéraire. Non. Il y a eu un petit silence, puis ce soupir qu'elle prend. Toujours quand elle veut transformer mon refus en preuve que je suis quelqu'un de difficile. Clémence, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas d'importance. J'ai mon entretien final demain. Elle le sait. Bien sûr qu'elle le savait. Mélanie savait toujours exactement ce qu'elle me demandait de gâcher. Elle avait 3 enfants de moins de 10 ans et une capacité surnaturelle à transformer son manque d'organisation en obligation familiale. Des baby-sittés qui annulent, une école qui ferme plus tôt, son mari coincé au travail, un enfant avec de la fièvre ou un spectacle de fin d'année assez dramatique pour mobiliser 2 grands-parents et finir quand même par atterrir dans mes bras. Mes parents appelaient ça « aider la famille ». Moi, j'appelais ça du travail gratuit assorti d'un chantage affectif. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Arnaud a un dîner d'affaires et Mélanie n'a personne pour les enfants. J'ai eu un rire nerveux. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais passé toute la semaine à préparer l'entretien le plus important de ma vie d'adulte et que ma famille m'appelait parce que mon beau-frère avait un dîner et que ma sœur était à court de femmes de secours. Alors elle doit trouver une solution. La voix de ma mère s'est durcie. Ne parle pas sur ce ton. Quel ton? Celui d'une personne qui a une vie propre? C'est là qu'elle a changé de tactique, prenant une voix plus douce, plus triste, la voix de la martyre. Ta sœur est dépassée. Et voilà, le sortilège familial. À 12 ans, elle était dépassée par ses devoirs, alors je faisais la vaisselle seule. À 16 ans, elle était dépassée par l'organisation d'une fête, alors je traversais la ville pour aller chercher sa robe. À 28 ans, elle était dépassée par la maternité, alors je passais mes samedis dans son salon pendant qu'elle sortait, juste 1 heure, pour ne revenir qu'à la tombée de la nuit. J'ai regardé à nouveau mon billet d'avion. Nicolas est entré dans la cuisine, a vu ma
Tête et s'est arrêté net. Il a articulé sans bruit, qui? J'ai répondu de la même façon, maman. Il a fermé les yeux parce qu'il avait déjà compris. Ma mère parlait toujours. La famille passe avant tout, Clémence. Non. Ai-je dit calmement. C'est ce que tu dis quand tu as besoin de quelque chose. De ma part. Elle s'est tue, puis a lâché, je vois. Ton père va t'appeler. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. 30 secondes plus tard, le SMS de mon père est arrivé. Annule ça. Ta sœur a besoin de toi. La famille passe. Avant tout. J'ai fixé l'écran si longtemps que Nicolas a fini par traverser la pièce, a posé le fer à repasser et a demandé « Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message une fois, puis m'a regardé et a dit très calmement « Tu vas monter dans cet avion. » Nicolas n'élevait jamais la voix, et c'est ce qui donnait tant de poids à ses paroles. Il a posé mon téléphone sur la table, a tiré la chaise en face de moi et a dit « Clémence, si tu annules ce vol, ils ne se souviendront que d'une chose. Je le sais déjà. Pas qu'ils en ont trop demandé, ai-je ajouté. Il a acquiescé. Ils se souviendront que ça a marché. C'était toute ma famille. » Résumé en une phrase. Pas de savoir si c'était juste, pas de savoir si c'était possible, juste de savoir si la pression obtenait le résultat escompté. Je me suis appuyé contre le dossier de la chaise et j'ai regardé le billet à nouveau. Départ à 6h20, entretien final à 14h, retour le lendemain si tout se passait bien. Nous avions passé la semaine à préparer cela comme une opération militaire. Nicolas avait imprimé mon CV sur du papier de qualité supérieure. J'avais répété des études de cas sous la douche. Nous avions emprunté la valise cabine de son cousin parce que la mienne avait toujours une fermeture éclair. Cassée depuis un voyage que je n'aurais jamais dû faire pour garder les enfants de Mélanie quand elle avait, désespérément, besoin d'un week-end. C'était Tilly. À 2 ans. Un week-end s'était transformé en 5 jours. Elle et Arnaud étaient partis dans un complexe hôtelier. Mes parents avaient appelé ça un « malentendu ». Les familles comme la mienne survivent grâce aux malentendus. Elle l'est. Empile-si-au-con finit par ne plus appeler la structure par son vrai nom. Nicolas a posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce que Théo tu veux ?» a-t-il demandé. Pas ce qui était raisonnable, pas ce qui était juste, mais ce que je voulais. Cette question a failli me briser car ma famille ne la posait jamais, à moins que la réponse ne corresponde par hasard à leur plan. Je veux y aller, ai-je dit. Alors vas-y. Je l'ai regardé. Ils vont devenir fous. Il a eu un petit haussement d'épaule. Ils avaient déjà prévu de l'être. C'était vrai aussi. La punition était décidée au moment même où j'avais dit non. Que je reste ou que je parte, j'allais payer. Partir signifiait simplement payer pour quelque chose qui en valait la peine. Mon père a appelé 3 fois après cela. Je n'ai pas répondu. Mélanie a envoyé un SMS ensuite, sérieusement? Tu choisis un stupide entretien plutôt que tes neveux et ta nièce. J'ai fixé le message jusqu'à ce que la colère brûle mes doutes. Je ne choisissais pas un entretien plutôt que des enfants. Je choisissais ma vie plutôt qu'un système. Grosse différence. J'ai répondu, j'ai un vol demain matin. Tu le savais. Ça. Réponse a été immédiate, waouh. Juste waouh. Parce que dans ma famille, les femmes comme ma sœur n'avaient jamais besoin de construire un argumentaire complet. Elles n'avaient qu'à jouer les blessés assez longtemps pour que mes parents construisent le dossier autour d'elles. À 23h40, ma mère a envoyé un dernier message, si tu montes dans cet avion, ne compte pas sur nous pour
Ramasser les morceaux. Je l'ai montré à Nicolas. Il a pris mon téléphone, l'a retourné face contre table et a dit « Bien. Laisse-les enfin définir correctement ce qu'est le gâchis. » J'ai à peine dormi. Pas à cause de l'entretien, mais à cause de cette vieille culpabilité. Celle qu'on vous a inculquée. Celle qui ne demande pas si vous avez tort, mais qui plane au-dessus de chaque décision où vous vous faites passer en priorité, en murmurant que quelqu'un, quelque part, va souffrir de manière assez théâtrale pour faire passer votre limite pour de la cruauté. À 4h30, j'étais habillée, sanglée dents. Mon blazer bleu marine est debout dans la cuisine avec un mug de voyage pendant que Nicolas chargeait ma valise dans la voiture. Mon téléphone s'est rallumé alors que nous sortions de l'allée. Papa, puis maman, puis Mélanie. Je l'ai éteint complètement avant d'atteindre l'autoroute. Pas en mode silencieux, mais éteint. Cela me semblait plus fort que de monter dans l'avion. Honnêtement, l'aéroport était rempli à moitié de voyageurs d'affaires et à moitié de familles ensommeillées, de bagages à roulettes, de mauvais cafés et d'annonces sonores que personne n'écoutait vraiment. Et j'étais là, à la sécurité, essayant de faire comme si mon cœur ne battait pas la chamade pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'entretien. À la porte d'embarquement, Nicolas m'a serré fort et a dit « Tu ne fais rien de mal. » J'ai hoché la tête contre son épaule. Puis il a ajouté « Et s'ils font exploser ton téléphone toute la journée, laisse-les faire. Un incendie n'est pas toujours une urgence. Parfois, c'est juste le bruit d'un contrôle qui ne fonctionne plus. » J'ai souri en entendant cela. Puis j'ai embarqué. Le vol ne durait qu'1h15, mais j'avais l'impression de traverser une frontière que j'aurais dû franchir il y a des années. Personne pour me demander où j'étais. Personne pour me donner des goûters pour les enfants de Mélanie. Personne pour m'appeler « la fille fiable ». Comme si c'était un compliment alors que c'était un piège. J'ai passé le vol à revoir mes notes, à peaufiner mes arguments et à essayer de ne pas imaginer le groupe WhatsApp familial en train de se décomposer en mon absence. Quand nous avons atterri, les portes de la cabine se sont ouvertes, les téléphones se sont rallumés autour de moi, et le mien s'est illuminé si vite qu'il semblait sur le point de lâcher. Les messages vocaux s'empilaient. Des SMS, des appels manqués. 57 appels manqués. Je me suis arrêtée dans la passerelle et j'ai juste regardé. Maman 21 fois, papa 14 fois, Mélanie 11 fois. Puis quelques-uns de ma tante Isabelle, et un de mon beau-frère Arnaud, ce qui signifiait que l'histoire s'était déjà propagée. Le premier SMS en haut de la liste était de mon père. Appelle maintenant. Ta sœur a dû laisser les enfants à des inconnus. Mon estomac s'est noué, pas parce que je croyais à la formulation, mais parce que je savais instantanément que c'était écrit pour un maximum de culpabilité, pas pour la vérité. Puis j'ai ouvert le premier message vocal de ma mère. Elle pleurait. Pas de petits sanglots, mais des pleurs de performance. Clémence, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mélanie n'avait pas le choix. Elle a dû laisser les enfants à la voisine. Et la petite Lily est terrifiée et demande pourquoi ça. Tante Clémence ne les aime plus. Appelle-moi tout de suite avant de rendre les choses encore plus laides. J'ai fermé les yeux. C'était là, la vraie stratégie. Pas, nous avons besoin d'aide, mais, la punition par les enfants. Puis, un nouveau SMS est arrivé alors que j'étais toujours là, la poignée de ma valise à la main, de la part de Mélanie, si je rate le dîner d'Arnaud à cause de toi, ne me demande plus jamais rien. Et juste en dessous, avant même que je puisse respirer, un autre message est apparu d'un numéro que je ne connaissais pas. Bonjour Clémence, c'est Delphine du recrutement du groupe Alperne.
M. Lefebvre a hâte de vous rencontrer à 14 heures. Par ailleurs, quelqu'un a appelé le bureau ce matin en prétendant que vous aviez une urgence familiale et que vous ne pourriez peut-être pas venir. Merci de confirmer que vous venez toujours. J'ai rappelé Delphine depuis une chaise près des tapis à bagages. Bonjour. C'est Clémence Bernard. Je viens toujours. Son soulagement a été immédiat. Tant mieux. Je suis ravie que vous répondiez. Juste pour que vous sachiez, la personne au téléphone était insistante. Elle a dit qu'il y avait une situation familiale grave et a sous-entendu que vous ne seriez pas en état de passer l'entretien. J'ai regardé les appels manqués sur mon écran. Ma famille crée beaucoup de situations graves desquelles n'obtient pas ce qu'elle veut. Il y a une courte pause. Puis elle a dit avec précaution, Monsieur Lefebvre souhaite toujours vous voir. Parfait. J'ai pris un VTC pour le centre-ville, je me suis changée dans les toilettes d'un hôtel en face de leur bureau, j'ai retouché mon maquillage avec des mains qui n'ont tremblé qu'une seule fois. Et je suis entrée au siège du groupe Alperne à 13h48 avec mon porte-documents sous le bras et 57 appels manqués qui me brûlaient encore le téléphone. Le bâtiment était tout en verre, en acier brossé et en retenue coûteuse. Un hall calme, une réceptionniste impeccable, le genre d'endroit où la panique doit s'habiller correctement avant d'être admise à l'étage. Delphine m'a accueillie à la réception. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Vive, une robe bleu marine soignée, le visage d'une femme qui avait déjà sauvé les mauvaises planifications de 6 autres personnes avant le déjeuner. Toujours envie d'un café, a-t-elle demandé. Non. Bonne réponse. Cela m'a tout de suite fait l'apprécier. Elle m'a emmené au 12e étage et m'a fait entrer dans une salle de conférence avec 2 grandes fenêtres, une carafe d'eau et 3 personnes déjà assises. Monsieur Lefebvre au milieu, les cheveux gris, les manches retroussées, le genre d'homme qui semblait n'avoir jamais confondu le bruit avec le leadership. À côté de lui siégeait un directeur financier régional et une vice-présidente des opérations avec un bloc-notes jaune rempli de notes manuscrites. Lefebvre s'est levé à mon entrée. Clémence, a-t-il dit en me serrant la main. Je suis ravie que vous ayez pu venir. J'ai soutenu son regard. Moi aussi. Il m'a fait signe de m'asseoir. Puis, avant toute chose, il a dit, je tiens à mentionner l'appel inhabituel que notre bureau a reçu ce matin. Voilà. Pas de faux-semblants, pas de détour. J'ai pris une inspiration. Ma famille ne voulait pas que je prenne ce vol. Le stylo du directeur financier s'est arrêté net. Lefebvre s'est légèrement penché en arrière. À cause de l'entretien ? À cause de ce que l'entretien représente. Comme il ne disait rien, j'ai continué. Ils avaient besoin d'une garde d'enfants gratuite. J'ai dit non. Mes parents ont l'habitude que la pression fonctionne plus vite que le respect. Cela aurait pu mal tourner. J'aurais pu paraître instable, trop personnel, émotif de la mauvaise manière. Au lieu de cela, Lefebvre a hoché la tête une fois et a dit, très bien, alors. Parlons de la façon dont vous gérez la pression quand elle n'a pas le droit de choisir vos priorités. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais encore ma chance. L'entretien a été difficile exactement comme il le fallait. Pas de questions pièges, de vraies questions, une crise du coût de la main-d'œuvre. Dans un établissement à gros volume, un directeur d'hôtel sous-performant avec de bons scores de satisfaction client mais des contrôles faibles, un problème de rétention du personnel pendant une expansion. Un propriétaire qui voulait des visuels de luxe avec des chiffres de milieu de gamme. J'ai répondu à tout cela. Calmement, clairement.
Pas parce que j'étais une super-héroïne, mais parce que 8 mois de survie avec un seul revenu alors que ma famille continuait à traiter mon temps comme une ressource publique avait brûlé tout mon langage décoratif. Il ne me restait plus d'énergie pour une brillance artificielle, seulement pour la vérité exploitable. À un moment donné, Lefebvre a demandé: parlez-moi de la restructuration opérationnelle la plus difficile que vous ayez gérée. Et sans l'avoir prévu, j'ai répondu: tout système construit sur une seule personne absorbant tout silencieusement finit par s'effondrer. L'astuce est de s'en rendre compte avant que tout le monde ne confonde la dépendance avec la normalité. Personne n'a parlé pendant une seconde après ça. Puis la vice-présidente a noté quelque chose. Nous avons fait une pause à 15h10. Je suis sorti dans le couloir, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai découvert que la famille était passée de l'indignation à l'effondrement total. Maman, 6. Nouveaux messages vocaux. Papa, 4 SMS. Mélanie, 14 messages. Un numéro inconnu, 2 appels manqués. Le numéro inconnu était celui de ma voisine, Madame Durand. J'ai écouté ce message en premier. Clémence, ma puce, c'est Hélène, la voisine de ta sœur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère m'a laissé les enfants pour 1 heure et ça fait 4 heures maintenant. Ta nièce pleure, le petit a vomi et ton père vient de partir en colère. Appelle quelqu'un. J'ai fixé le mur. Puis j'ai ri une fois, doucement. Pas parce que des enfants qui vomissent chez une voisine étaient drôles, mais parce que c'était là, toute la vérité. Ils n'avaient pas eu besoin de moi parce que personne d'autre ne pouvait t'aider. Ils avaient eu besoin de moi parce que tout le monde dans la famille avait enfin été forcé de le faire une fois et avait immédiatement commencé à s'effondrer. Puis mon téléphone a vibré avec un nouveau SMS de mon père: si tu ne règles pas ça aujourd'hui, ne t'avise plus de considérer cette famille comme la tienne. Je l'ai regardé, je n'ai rien effacé, j'ai tout enregistré. Puis Delphine est apparue au bout du couloir et a dit: M. Lefebvre aimerait encore 30 minutes. Il a annulé sa réunion suivante. La deuxième moitié de l'entretien ne ressemblait plus à un entretien. C'était un test pour voir si je pouvais rester lucide alors que le chaos essayait de s'infiltrer par les murs. Monsieur Lefebvre a refermé mon dossier de candidature, a joint ses mains et a dit: supposons que vous obteniez ce poste. Vous superviserez des établissements dans 3 régions différentes, vous hériterez de politiques de personnel complexes, de managers sous-performants, de propriétaires aux attentes irréalistes et d'au moins une urgence par semaine, qui arrive avec l'étiquette urgent mais qui n'est en fait que bruyante. Comment décidez-vous de ce qui mérite votre attention en premier? Je n'ai pas répondu immédiatement car je connaissais la réponse honnête maintenant, pas celle qui est polie. La vraie urgence, ai-je dit, est généralement là. Chose que personne ne veut nommer clairement parce que trop de gens bénéficient de la confusion. Le directeur financier a levé les yeux. Lefebvre a dit: continuez. J'ai continué. Les gens appellent quelque chose urgent quand ils veulent de la rapidité sans responsabilité. Je commence par ce qui se répète, ce qu'une seule personne absorbe, ce qui s'écroule dès que cette personne s'éloigne. Cela vous indique où le système ment. Personne ne m'a interrompu, alors j'ai poursuivi. Si une entreprise ne fonctionne que parce qu'un manager règle tout à minuit, c'est ça l'urgence. Si une famille ne fonctionne que parce qu'une fille annule sa vie chaque fois que quelqu'un panique, c'est ça aussi l'urgence. Voilà. Ce n'était pas une confession complète, mais c'était suffisant. Le regard de Lefebvre ne s'est pas adouci, et j'ai apprécié cela. Les hommes au poste de direction qui deviennent
Sentimentaux trop tôt confondent souvent l'empathie avec le jugement. Il a juste hoché la tête une fois et a dit « C'est la meilleure réponse que j'ai entendue. » Ce mois-ci. Je voulais garder cette phrase précieusement. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur ma respiration. Les 30 dernières minutes ont passé vite. Fourchette de rémunération, exigence de voyage, calendrier de relocalisation. Si Nicolas serait ouvert à un déménagement si nécessaire. J'ai répondu à tous deux. Manière nette parce qu'une fois que la vérité vous a déjà coûté votre famille. Pour une journée, une conversation sur le salaire n'est plus intimidante. À 16h02, Lefebvre s'est levé. Clémence, a-t-il dit, je ne fais pas d'offre sous le coup de l'adrénaline, mais je sais quand j'ai rencontré la bonne personne. Delphine vous contactera demain matin. Demain matin. Pas de flou, pas de on vous recontactera. Demain matin. Je les ai remerciés, j'ai serré les mains et je suis sortie avec mon sac sur l'épaule et mon téléphone qui me semblait soudain plus lourd que tout ce qu'il contenait. La première chose que j'ai vue en le rallumant était une photo de ma mère. Pas des enfants, mais du salon de ma sœur. L'un des garçons endormi de travers sur le canapé avec ses vêtements de la veille. Un autre qui pleurait dans un coin. Du jus de fruits renversé sur le tapis. Une lampe de travers. Le genre de photo conçue pour faire circuler la culpabilité féminine plus vite que le contexte. En dessous, ma mère avait écrit « Voilà ce que ton égoïsme a causé ». J'ai fixé l'écran si longtemps que Delphine a touché mon bras légèrement et a demandé si j'allais bien. J'ai levé les yeux. Puis j'ai ri. Pas parce que j'allais bien, mais parce que ce message me disait tout. Je n'avais pas causé ce gâchis. J'avais juste refusé la mission. Grosse différence. Au moment où je suis retournée à l'hôtel de l'aéroport, l'histoire avait pris de l'ampleur. Tante Isabelle m'avait envoyé un SMS disant que Mélanie avait laissé les enfants à Madame Durand pour juste un petit créneau de dîner, puis était restée coincée parce qu'Arnaud avait continué à boire et que papa était parti furieux après une dispute. Claire, ma belle-sœur, avait apparemment pleuré dans l'allée parce qu'elle n'avait jamais accepté tout cela. Marc, mon beau-frère, était rentré chez lui. Ma mère essayait maintenant de présenter toute l'affaire comme un effondrement de calendrier. Imprévisible que personne n'aurait pu prédire, sauf que moi, je l'avais prédit. Et je le prédisais depuis des années. C'était tout l'intérêt. Les systèmes familiaux basés sur la disponibilité infinie d'une femme semblent stables. Jusqu'au moment où elle disparaît pendant 12 heures. Alors soudainement, tout le monde découvre ce qu'elle maintenait à bout de bras. À 18h30, Nicolas a appelé. Sa voix seule a fait que tout mon corps s'est détendu. Comment ça s'est passé? Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, mes chaussures encore aux pieds, et j'ai dit, je pense que je viens de m'ouvrir la porte vers une nouvelle vie. Il est resté silencieux une demi-seconde. Puis, tant mieux. Parce que ta famille a absolument mis le feu à l'ancienne. Je lui ai tout raconté. Lefebvre. Le deuxième tour de questions. La photo de maman, Madame Durand. La menace de mon père, l'effondrement de Mélanie, l'appel au bureau ce matin-là. Nicolas a écouté comme les hommes bien le font, sans s'approprier l'histoire et sans faire de sa colère l'événement principal. Puis il a dit, Clémence. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai regardé le papier peint de l'hôtel parce que parfois une surface vide aide la vérité à arriver plus vite. Il ne pouvait pas fonctionner sans moi. Oui, a-t-il dit. Et plus important encore, ils ont enfin dû se regarder essayer de le faire. Cela m'est resté. Pas parce que c'était profond, mais parce que c'était exact.
Ma famille avait toujours traité mon travail comme la météo. Assez constant pour ne pas être mentionné, assez nécessaire pour être tenu pour acquis. Mais dès que je n'avais pas annulé mon vol, toute la machine s'est mise à bafouiller en public. Des enfants laissés trop longtemps chez des voisins. Des horaires explosés. Des tempéraments exposés. D'autres femmes entraînées. Là-dedans. Mon père s'en allant furieux. Ma mère pleurant. Mélanie. S'effondrant. Il m'avait toujours traité de dramatique. Maintenant, la performance était la leur. À 21h14, juste au moment où j'allais prendre ma douche, mon père a envoyé un dernier SMS. Si tu prends ce job, ne t'attends pas à ce qu'on fasse comme si tu n'avais pas choisi ta carrière plutôt que les tiens. Je l'ai lu une fois. Puis j'ai écrit la première phrase complètement honnête que je lui ai jamais envoyée. Non, j'ai choisi ma vie plutôt que votre commodité. Il n'a pas répondu. Pour la première fois de ma vie, moi non. Plus. J'ai reçu l'offre à 8h07 le lendemain matin. Pas un email, un appel. J'étais dans la salle de bain de l'hôtel avec une boucle d'oreille et les cheveux à moitié secs quand mon téléphone a affiché le nom de Delphine. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Clémence, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Si vous êtes toujours intéressé, M. Lefebvre aimerait vous proposer formellement le poste de directrice régionale des opérations. Pendant une seconde, je suis restée là, tenant le téléphone et me regardant dans le miroir comme si la femme de l'autre côté pouvait savoir quoi faire plus vite que moi. Puis j'ai dit, oui. Pas de manière dramatique, pas en larmes, juste oui. Parce que certaines réponses méritent d'arriver avec clarté. Delphine a passé en revue les chiffres, salaire, structure des bonus, aide au déménagement si nécessaire, date de début, avantages. Puis elle a dit quelque chose d'insignifiant qui m'a presque plus touché que l'offre elle-même. Pour ce que ça vaut, Monsieur Lefebvre a dit que votre réponse sur les systèmes construits sur une personne absorbant tout silencieusement a marqué tout le monde. J'ai ri doucement. Tant mieux, ai-je dit. J'ai mis assez de temps à l'apprendre. Quand l'appel a pris fin, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai d'abord appelé Nicolas. Il a décroché immédiatement. Alors, j'ai regardé par la fenêtre le matin gris de Lyon et je me suis laissé sourire pleinement pour la première fois depuis des mois. Je l'ai eu. Il a fait un bruit, ni un cri, ni un rire, quelque chose de mieux, du soulagement avec de la joie dessous. Le genre de son que font les gens quand l'espoir leur a coûté plus qu'ils ne veulent l'admettre. Puis il a dit, je suis tellement fier de toi. Cela a failli me briser plus que l'offre elle-même. Pas parce que je doutais de lui, mais parce que ma famille avait passé tant d'années à transformer mon utilité en obligation que d'entendre quelqu'un être fier de moi parce que je m'étais choisi me semblait encore assez nouveau pour faire un peu mal. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, bien sûr. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Elle pleurait. Déjà avant que je dise bonjour. De vraies larmes cette fois, je pense. Pas parce qu'elle avait soudainement découvert ma douleur, mais parce que tout le système familial avait commencé à s'effondrer de manière domestique bien laide. Et maintenant, mon absence avait une texture concrète. Clémence, a-t-elle dit, ta sœur est une épave. J'ai regardé la moquette de l'hôtel et j'ai fermé les yeux. Pas de félicitations. Pas de « comment ça s'est passé ?» Pas même de « est-ce que tu vas bien ?» Directement Mélanie. J'ai eu le poste, ai-je dit. Silence. Puis, faiblement, c'est merveilleux. C'était le genre de phrase que les gens offrent quand ils savent qu'ils ont raté le
Moment où ils auraient dû le penser. J'ai attendu. Elle est revenue au vrai sujet de toute façon. Ta sœur et Arnaud ont passé une nuit terrible. Les enfants étaient bouleversés. Madame Durand est offensée. Ton père et Arnaud se sont disputés. Les choses ont juste dégénéré. Oui, ai-je pensé. C'est ce qui arrive quand plus personne ne peut me refiler silencieusement tout le fardeau. Maman, ai-je dit, tu sais ce qui est intéressant. Elle a reniflé. Quoi? Personne dans cette famille ne s'est effondré parce que je suis montée dans un avion. Ils se sont effondrés parce que pour la première fois, tout le monde a dû gérer la vie qu'il continuait à appeler gérable. Cela l'a fait taire. Puis elle a tenté une dernière version du même vieux tour. Nous avions besoin de toi. Non, ai-je dit calmement. Vous aviez besoin d'avoir accès à moi. J'ai laissé planer le silence. Puis j'ai dit ce que j'aurais dû dire il y a des années. Si Mélanie avait besoin d'une garde d'enfant, elle aurait dû demander avant mon vol, respecter mon refus et résoudre sa propre urgence. Ce dont elle avait besoin, en fait, c'était de l'ancien arrangement où mes projets pouvaient être déplacés comme des meubles. Ma mère a pleuré plus fort à ces mots. Très bien. Pas parce que je voulais la punir, mais parce que pour une fois, je n'étais pas la seule à être mise mal à l'aise par la vérité. Mon père a envoyé un SMS pendant que j'étais encore au téléphone, alors c'est ça. Tu as un titre ronflant et tu oublies qui était là en premier. J'ai ri, car s'il y a une chose que les hommes comme mon père adorent, c'est de faire comme si la chronologie égalait le sacrifice. Comme si le fait d'avoir été là en premier signifiait qu'on avait le droit de continuer à apprendre. J'ai dit à ma mère. J'ai besoin que tu entendes cela clairement. Je prends ce poste. Je ne m'excuse pas, et je n'annulerai plus jamais quelque chose qui compte pour moi parce que Mélanie a attendu trop longtemps pour gérer sa propre vie. Elle a chuchoté. Tu es dur. Non, ai-je dit. Je suis chère. C'était la différence. Maintenant. Mon temps avait à nouveau un coût. Mes projets avaient à nouveau du poids. Ma vie n'était plus la salle de débordement de la famille. J'ai raccroché. Avant qu'elle ne puisse recommencer à pleurer en rond. Les retombées ont pris environ un mois pour prendre leur forme définitive. Mélanie a envoyé 29 SMS. Sur 9 jours. La plupart concernaient son stress, la loyauté, et quel genre de tante abandonne des enfants. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'ai répondu qu'une seule fois, quand elle a fini par écrire, je suppose que je pensais que tu serais toujours là. J'ai répondu, c'était bien là le problème. Après cela, silence radio. Mon père a arrêté d'envoyer des SMS quand il a réalisé que ces menaces ne semblaient que pathétiques à côté d'une lettre d'embauche. Ma mère a continué d'essayer. De petits messages, la météo, des recettes, une photo des enfants en train de colorier, de petites miettes domestiques censées me ramener sur l'ancien chemin sans jamais nommer ce qui s'y était passé. J'en ai ignoré la plupart, pas par cruauté, mais par prudence. Parce que la distance n'est pas la même chose que la colère. Parfois, c'est juste le premier mur que votre vie ait jamais eu. Et Nicolas, il m'a emmené manger des tacos le soir de mon retour, a levé son gobelet en plastique et a dit à l'embarquement. J'ai ri si fort que j'en ai presque pleuré parce que c'était ça. Pas le salaire, pas le titre, même pas les appels manqués. Juste le fait que j'avais enfin marché vers la porte d'embarquement au lieu de retourner vers le parc à bébés, les briques de jus de fruits, le passage chez la voisine, la panique familiale et cette vieille place où mon nom était déjà assigné d'office. Les gens demandent si obtenir le job a donné l'impression de gagner un peu. Mais
La vraie victoire a eu lieu plus tôt, à la porte d'embarquement, quand j'ai éteint mon téléphone. C'était le premier moment où l'avenir a crié plus fort que la culpabilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires, auriez-vous vous aussi pris cet avion? Ou seriez-vous resté pour aider votre sœur une fois de plus? Et après avoir vu toute votre famille s'effondrer dès que vous avez choisi de penser à vous, reviendriez-vous un jour à être leur solution automatique? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater la prochaine histoire. Merci d'être là et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.